Après les notions de domination et de négligeabilité, on va voir une troisième notion très importante en analyse asymptotique, c'est la notion d'équivalent, et puisque là on est dans le cas des suites, la notion donc de suite équivalente. On considère donc deux suites U et V, des suites à valeur réelle, et on va supposer que V ne s'annule jamais à partir d'un certain rang, ce qui est le cas de la plupart des suites qu'on va regarder en pratique en analyse asymptotique. On va d'abord partir d'un constat, c'est qu'il y a une équivalence logique entre trois situations. La première situation, c'est que le quotient de UN et de Vn tend vers 1. La deuxième situation, c'est que UN est égal à Vn plus une quantité négligeable devant Vn, ce qui, en factorisant ici par Vn, donne que UN est égal à Vn fois 1 plus petit o de 1. Autrement dit, Vn fois une quantité qui tend vers 1. Une quantité qui tend vers 1, c'est une quantité du type 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Et puis, enfin, la troisième situation, c'est la situation où on a interverti le rôle de UN et Vn. Vn est égal à UN plus petit o de UN, ce qui donne en factorisant par UN que Vn est égal à UN fois une quantité qui tend vers 1. Alors, commençons par démontrer que donc ces trois situations sont tout à fait équivalentes entre elles. Tout d'abord, on va démontrer que 1, la phrase 1 est équivalente à la phrase 2. On va donc partir de la phrase 1, UN sur Vn tend vers 1. Dire que UN sur Vn tend vers 1, ça signifie très exactement que ce quotient UN sur Vn est égal à 1 plus quelque chose qui tend vers 0, c'est-à-dire à 1 plus petit o de 1. À partir de là, en multipliant par Vn à gauche et à droite, on obtient que UN est égal à Vn fois une quantité qui tend vers 1, ce qui donne en développant Vn, UN est égal à Vn plus petit o de Vn. On a bien démontré que 1 était équivalent à 2. Maintenant, justifions que la phrase 1 est équivalente à la phrase 3. En fait, entre les deux, on l'a vu, il s'agit d'intervertir le rôle entre UN et Vn. Donc ici, l'objectif, c'est de montrer qu'il y a équivalence entre, d'une part, le fait que UN sur Vn tende vers 1, et puis d'autre part, le fait que Vn sur UN tend vers 1. Maintenant, bien sûr que ces deux phrases sont équivalentes, puisque la quantité Vn sur UN, c'est tout simplement l'inverse de la quantité UN sur Vn. C'est 1 sur UN sur Vn. Donc s'il y en a une qui tend vers 1, alors l'autre tend vers 1 sur 1, ce qui assure bien ici cette équivalence logique. On a bien démontré que les trois phrases étaient équivalentes entre elles. Quand on est donc dans cette situation, alors on dit que les deux suites U et V sont équivalentes entre elles, et on va le noter de cette façon-là. UN est équivalent à Vn lorsque n tend vers plus l'infini, ou alors de façon plus simple, UN équivalent à Vn de cette façon-là. Il y a un premier cas où cette notion d'équivalent est simple, c'est le cas d'une suite qui est équivalente à un réel non nul. Si jamais elle désigne un réel non nul, c'est important qu'il soit non nul, alors le fait de dire que UN est équivalent à L signifie très exactement dans ce cas que UN tend vers L. Prouvons-le. Premièrement, si jamais UN est équivalent à L, alors par définition, ça signifie que UN est égal à L fois une quantité qui tend vers 1, c'est-à-dire L facteur de 1 plus petit o de 1. Maintenant, une telle quantité, si je regarde sa limite, eh bien par produit de limite, c'est L fois quelque chose qui tend vers 1, ça tend donc vers L. Ça prouve bien que UN tend vers L. Réciproquement, si jamais UN tend vers L, alors on va pouvoir écrire la chose suivante, UN est égal à L plus une quantité qui tend vers 0, donc L plus petit o de 1. Maintenant là-dedans, on peut forcer la factorisation par L, ça nous donne L facteur de 1 plus 1 sur L fois petit o de 1. Mais sauf que 1 sur L fois petit o de 1, c'est un petit o de 1, c'est une quantité qui tend vers 0. On obtient donc L fois une quantité qui tend vers 1, et ça prouve très exactement que UN est équivalent à L. On voit ici l'importance que ce nombre L soit bien non nul, puisque pour faire cette démonstration, on a eu besoin de diviser par L. Ce que montre ce premier cas, c'est que la notion d'équivalent n'apporte franchement rien de spécial pour les suites qui ont une limite non nulle, puisque en fait, elle est complètement équivalente à la notion de limite. En fait, la notion d'équivalent, elle va apporter quelque chose de plus précis que la limite pour deux types de suites. Premièrement, les suites qui tendent vers 0, et deuxièmement, les suites qui tendent vers plus l'infini ou moins l'infini. Prenons tout de suite des exemples, on va en regarder deux. Le premier, on va le faire, ce qui montrera un peu une méthode, et puis le deuxième, on vous le fera faire en exercice. Alors ici, on va donc déterminer un équivalent simple lorsque n tend vers plus l'infini de cette quantité, là, UN, qui est égale à 3 exponentielle de 2n plus 2n4.
La première chose à faire pour déterminer un équivalent simple de cette quantité, c'est déjà en fait de le deviner. Vous voyez que c'est la somme de deux termes, bon, deux termes certes qui tendent vers plus l'infini, mais pas du tout à la même vitesse. 3 exponentielles de 2n, on se doute qu'il tend beaucoup plus vite vers plus l'infini que 2n4. En fait même, on a vu que n4 était négligeable devant exponentielle de 2n. Donc la première chose, c'est on peut sentir, intuiter que cet équivalent, ça va être 3 exponentielles de 2n. C'est-à-dire qu'on va éliminer la quantité négligeable. Maintenant, pour le démontrer, c'est pas très compliqué. Il s'agit de factoriser par ce fameux terme prépondérant 3 exponentielles de 2n. Ici, forçons la factorisation. C'est 3 exponentielles de 2n fois. Et là, eh bien, dans la parenthèse, on a un 1 plus, espérons-le, une quantité qui tend vers 0. En fait, cette quantité, c'est quoi? C'est 2n4 divisé par 3 exponentielles de 2n. Et effectivement, oui, cette quantité tend vers 0 par croissance comparée. Donc, à l'intérieur de cette parenthèse, on a bien 1 plus petit o de 1, c'est-à-dire une quantité qui tend vers 1. Et ça démontre bien que un est équivalent à 3 exponentielles de 2n. Deuxième exemple, on va s'intéresser à la quantité Vn est égale à 1 sur 2n2 moins 3 sur n plus exponentielle de moins n. Là, cette fois-ci, à vous de jouer. Mettez pause dans la vidéo et ensuite on fait la correction. La première chose à faire, c'est d'abord d'intuiter cet équivalent. On regarde les trois quantités. Bon, ce sont trois quantités qui tendent toutes les trois vers 0, mais pas à la même vitesse. Exponentielle de moins n tend beaucoup plus vite vers 0 que les deux autres. Et entre les deux autres, 1 sur n2 et l'autre qui est en 1 sur n, celui qui tend le moins vite vers 0, donc le plus grand d'entre tous, c'est 3 sur n. Donc on peut ici conjecturer qu'un équivalent simple de Vn, c'est moins 3 sur n. Maintenant, pour le démontrer, eh bien, il suffit de forcer la factorisation. On écrit que Vn est égal à moins 3 sur n, et là, on ouvre une parenthèse. Dans cette parenthèse, eh bien, il suffit de mettre mécaniquement ce qu'il faut mettre pour obtenir les trois termes. Le premier, c'est moins 1 sur 6n. Le deuxième, eh bien, c'est 1, bien sûr, bien évidemment, puisqu'on a factorisé par moins 3 sur n, donc on a forcément un 1. Et enfin, le troisième, c'est mécaniquement cette quantité-là. Maintenant, à l'intérieur de cette parenthèse, on a donc un 1, ok. Et puis, tous les autres termes sont des termes qui tendent vers 0. 1 sur 6n, ça tend vers 0. Et n exponentielle de moins n, ça tend vers 0 par croissance comparée. On obtient donc moins 3 sur n fois une quantité qui tend vers 1 dans cette grande parenthèse, ce qui montre bien que Vn est équivalent à moins 3 sur n. Remarquons tout de suite que dans cette notion d'équivalent, les constantes multiplicatives compte. Ce n'était pas le cas avec les petits o et les grands o, les constantes multiplicatives ne servaient à rien, mais là si. Vous voyez que quand on a factorisé par exemple dans le premier exemple par le terme dominant 3 exponentielle de 2n, eh bien il fallait bien prendre ce 3 dans cette factorisation pour ensuite à l'intérieur de la parenthèse obtenir un 1. Je vous rappelle que pour la définition de l'équivalent, il nous faut bien à l'intérieur de la parenthèse une quantité qui tend vers 1, pas vers 3, pas vers moins 2, pas vers quelque chose de non nul, mais vraiment précisément vers 1. Dans le deuxième exemple, même chose, si on n'avait pas pris ce moins 3, eh bien on n'aurait pas eu ce 1 à l'intérieur de la parenthèse, 1 plus des quantités qui tendent vers 0, et donc on n'aurait pas obtenu cet équivalent. Quelques remarques simples, mais importantes tout de même, qui concernent la suite nulle. Premièrement, la suite nulle, donc la suite constante à 0, est négligeable devant toutes les suites de Rn. Ça, c'est facile. En effet, la suite 0, on peut toujours écrire pour n'importe quelle suite u qu'elle est égale à un fois 0. Et 0, c'est bien une suite qui tend vers 0 ici. Donc c'est bien un fois petit o de 1. Donc voilà, ça nous donne que 0 est un petit o de un pour n'importe quelle suite u. Ensuite, deuxième remarque, aucune suite n'est négligeable devant la suite nulle, à part la suite nulle elle-même. En effet, si jamais vous avez une suite u qui est négligeable devant 0, soi-disant, alors vous allez obtenir la chose suivante. Un est donc égal à 0 fois petit o de 1, ce qui donne donc un est égal à 0. On retrouve que un est la suite nulle elle-même. Donc ne dites jamais qu'une suite est négligeable devant 0, c'est pas possible, ça m'étonnerait que la suite dont vous êtes en train de parler est la suite nulle. Enfin, et c'est la remarque la plus importante, aucune suite n'est équivalente à la suite nulle, à part bien sûr la suite nulle elle-même. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une suite U est équivalente à 0? Ça signifie qu'elle est égale à 0 fois une quantité qui tend vers 1. Or, 0 fois une quantité qui tend vers 1, eh bien, c'est égal à 0. Donc, vous tombez bien sur le fait que votre suite est la suite nulle. Donc, mettez-vous ça dans un coin de votre tête.
aucune suite n'est équivalente à la suite nulle, à part la suite nulle elle-même. Si jamais à un moment donné, vous arrivez à UN est équivalent à 0, alors c'est que vous avez fait une erreur quelque part, ça ne va pas. On va maintenant s'intéresser aux propriétés, et il y en a, elles sont bien commodes, des équivalents. Voici les deux premières. Si jamais vous avez deux suites U et V, deux suites réelles qui sont justement équivalentes l'une à l'autre, alors premièrement, si l'une d'entre elles, mettons U, admet une limite, alors ça peut être une limite finie ou infinie, peu importe, alors l'autre suite, V, admet la même limite. Démontrons-le. On suppose que UN tend vers L. Étant donné que Vn est équivalent à Un, alors on peut écrire que Vn est égal à Un fois une quantité qui tend vers 1. Maintenant, si jamais on s'intéresse à la limite de tout ça lorsque n tend vers plus l'infini, il n'y a aucune indétermination. Un, il tend vers L, et à l'intérieur de la parenthèse, ça tend vers 1, donc le tout tend vers L. Ça montre bien que Vn tend vers L. Ensuite, deuxièmement, toujours sous cette hypothèse que Un et Vn sont équivalentes, à partir d'un certain rang, ces deux quantités ont le même signe. S'il y en a un qui est strictement positif, l'autre aussi. S'il y en a un qui est strictement négatif, l'autre aussi. Alors, démontrons ça. En fait, ce qui va nous aider à faire cette démonstration, c'est la première vision qu'on avait de deux suites équivalentes, qui est que le quotient des deux quantités tend vers 1. Donc, on a que Un sur Vn tend vers 1. Or, mais en fait, si une quantité tend vers 1, alors à plus forte raison, à partir d'un certain rang, cette quantité est strictement positive. Dire qu'un quotient de deux nombres est strictement positif, c'est exactement la même chose que dire qu'ils ont même signe. Soit ils sont tous les deux strictement positifs, soit ils sont tous les deux strictement négatifs. Donc à partir d'un certain rang, Un et Vn ont bien même signe. La proposition suivante, c'est une sorte de théorème des gendarmes, mais version équivalent, qu'on appelle aussi le théorème d'équivalent par encadrement. L'idée est très simple. Elle dit que si jamais vous avez une quantité Un que vous savez encadrer par deux quantités An et Bn qui sont équivalentes entre elles, alors cette quantité centrale Un est elle-même équivalente à An et du coup aussi à Bn. Démontrons cela. Pour simplifier un petit peu la démonstration, on va se mettre dans le cas où les AN sont supposés strictement positifs à partir d'un certain rang, ce qui est en fait le cas qu'on rencontre le plus souvent en pratique. Alors par hypothèse, à partir d'un certain rang, on a que donc Un est encadré par ces deux quantités An et Bn. Et là-dedans, si jamais on divise par An, ce qu'on peut faire, puisqu'il est donc strictement positif, on a que le quotient Un sur An est compris entre 1 et puis Bn sur An. Alors, cette quantité centrale Un sur An, c'est bien évidemment la quantité qui nous intéresse. Le but de la démonstration, c'est de démontrer que ce quotient tend vers 1, puisque ça veut bien dire ça, que Un est équivalent à An, ça veut dire que le quotient Un sur An tend vers 1. Or, cet encadrement qu'on a sous les yeux, il permet de démontrer directement que ce quotient tend vers 1, justement par encadrement, par théorème des gendarmes, puisque à gauche on a 1, et puis à droite on a Bn sur An qui tend vers 1 par hypothèse, puisqu'on a supposé que An et Bn étaient équivalents entre eux. Donc ici, par encadrement, Un sur An tend vers 1, ce qui signifie bien que Un est équivalent à An. Ce théorème s'avère extrêmement utile pour obtenir un équivalent dès lors qu'on a un encadrement suffisamment précis de la quantité qui nous intéresse. Imaginez par exemple que sur une quantité Un, vous ayez un encadrement du type, il est compris entre, 2n plus 1 et 2n plus log n. En fait, ici, à gauche et à droite, les deux quantités de votre encadrement sont toutes les deux équivalentes à 2n. À gauche, c'est évident, et à droite, oui, c'est équivalent à 2n parce que la quantité log n ici, elle est négligeable devant 2n. Donc, dans ce genre de situation, ce théorème d'équivalent par encadrement s'applique, et donc par encadrement, on a que Un est lui-même équivalent à 2n. On va maintenant énoncer des propriétés des équivalents à propos des opérations algébriques et notamment du produit, comme on va le voir. Ici, U, V, A et B sont 4 suites réelles. Propriété numéro 1, si on a que Un est équivalent à Vn et que An est équivalent à Bn, alors on peut faire un produit d'équivalent et obtenir que Un fois An est équivalent à Vn fois Bn. On peut également faire un quotient d'équivalent. Un sur An est équivalent à Vn sur Bn. Démontrons cela. Pour le produit d'équivalent, montrer que UNAN est équivalent à VNBN, c'est démontrer que le quotient tend vers 1. Or, si jamais on regarde ce quotient, alors on peut le découper en deux quotients. C'est UN sur Vn fois AN sur Bn. Or, ici, dans ce produit de deux quotients, les deux quotients tendent tous les deux vers 1. Donc, par produit de limite, cette quantité tend vers 1.
On a bien montré que UNAN est équivalent à VNBN. Maintenant, pour montrer qu'on peut faire un quotient d'équivalent, même chose, on va s'intéresser au quotient des quotients. Encore une fois, cette quantité, on peut la découper, la mettre sous la forme d'un produit de deux quotients. C'est UN sur Vn fois Bn sur An. Et comme dans le cas précédent, les deux quotients qui sont ici tendent tous les deux vers 1 par hypothèse, donc le tout tend vers 1. La démonstration est terminée. Retenez bien ça, on peut faire des produits d'équivalents et des quotients d'équivalents. Deuxième propriété, elle signifie qu'on peut passer un équivalent à une puissance alpha constante. Plus précisément, si jamais vous avez une quantité UN qui est strictement positive et que vous avez que UN est équivalent à Vn, alors d'ailleurs au passage ça vous donne que Vn est aussi strictement positif à partir d'un certain rang, puisqu'on a vu que UN et Vn avaient le même signe à partir d'un certain rang, alors vous pouvez passer cet équivalent à une puissance alpha quelconque, où alpha est un réel fixé, ce qui vous donnera comme résultat que UN puissance alpha est équivalent à Vn puissance alpha. Alors un cas particulier intéressant, c'est le cas où alpha est égal à moins 1, puisque ce cas-là donne que 1 sur UN est équivalent à 1 sur Vn. Bon, démontrons cela. On va commencer par fixer un réel alpha. C'est important que ce réel ne dépende pas de n. On va voir pourquoi. Et puis, on va s'intéresser au quotient qui nous intéresse, le quotient un puissance alpha divisé par Vn puissance alpha. Ce qui fait que ça marche, c'est que ce quotient, on peut le mettre sous la forme de un sur Vn, le tout puissance alpha. Maintenant, à l'intérieur de cette parenthèse, ce quotient il tend vers 1, puisque un est équivalent à Vn, ce qui fait que le tout tend sans indétermination vers 1 puissance alpha. C'est à ce moment-là précis qu'on a vraiment besoin du fait que alpha est une constante. Si jamais alpha était une quantité qui dépend de n, on n'aurait pas pu faire ça. Maintenant, 1 puissance alpha, bien évidemment, ça vaut 1. On a bien démontré du coup que ce quotient tendait vers 1, et donc que un puissance alpha était équivalent à Vn puissance alpha. La troisième propriété, elle signifie que dans une somme, on peut éliminer des termes qui sont négligeables. Plus précisément, si jamais vous avez que un est négligeable devant Vn et que vous regardez une quantité du type Vn plus cette fameuse quantité un qui est négligeable devant Vn, alors le tout est équivalent à Vn. En fait, cette propriété, c'est quasiment la définition des équivalents. En effet, cette quantité Vn plus un, elle est égale, par hypothèse sur un, à Vn plus petit o de Vn. Et là, quand on factorise tout ça par Vn, on obtient Vn facteur de 1 plus petit o de 1, c'est-à-dire Vn fois quelque chose qui tend vers 1. Donc cette quantité-là, elle est équivalente à Vn par définition des équivalents. Cette propriété sur les sommes, elle est vraiment extrêmement pratique, justement pour trouver des équivalents à des sommes. Imaginez, prenons un exemple, qu'on s'intéresse à la quantité suivante, un est égal à 2n³ moins n plus 3 log n. Vous voyez que dans cette somme, il y a 3 termes, et le terme prépondérant, on voit lequel c'est 2n³. En fait, on va pouvoir, si jamais on cherche un équivalent de un, éliminer les deux autres, justement avec cet argument. n, le deuxième terme, il est négligeable devant n3, ça c'est sûr. D'autre part, log n, il est également négligeable devant n3, ça c'est par croissance comparée. Donc le théorème s'applique immédiatement, on a que un est équivalent à 2n3. Maintenant, attention, on a vu qu'on pouvait faire des produits d'équivalents, des quotients d'équivalents, qu'on pouvait passer à une puissance constante dans un équivalent, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire de manière générale des sommes d'équivalents. Autrement dit, c'est pas du tout parce que vous avez que un est équivalent à Vn et que An est équivalent à Bn que vous allez avoir forcément que un plus An est équivalent à Vn plus Bn. Prenons un exemple simple pour s'en convaincre. De suite, la première c'est 1 plus 1 sur n. Cette suite, il est parfaitement vrai de dire qu'elle est équivalente à la suite 1 plus 1 sur n carré. En effet, ces deux suites-là, à gauche et à droite, elles sont toutes les deux équivalentes à 1, puisque toutes les deux tendent vers 1, et 1 est un nombre non nul. On l'a vu. Or, maintenant, si jamais à gauche et à droite, on s'amuse à additionner moins 1, c'est-à-dire à retrancher 1, qu'est-ce qu'on obtient? On va obtenir que 1 sur n est équivalent à 1 sur n carré. Et ça, bien évidemment, c'est complètement faux. 1 sur n carré n'est pas équivalent à 1 sur n. 1 sur n carré est négligeable par rapport à 1 sur n. D'ailleurs, dans l'équivalent 1 plus 1 sur n équivalent à 1, ce qui est tout à fait vrai, si jamais on avait retranché 1, on aurait carrément obtenu que 1 sur n était équivalent à 0, ce qui est encore plus faux. Vous voyez, c'est ce qu'on disait, quand on obtient que quelque chose a été équivalent à 0, je vous disais, c'est que vous avez fait une erreur quelque part. Dans 90% des cas, c'est que vous avez fait une somme d'équivalents.
Donc voilà, retenez bien ça, on ne somme pas les équivalents. C'est une des erreurs les plus faites par les élèves parce qu'en fait, on sent bien qu'elle est très piégeuse. Même si on le sait qu'on n'a pas le droit de faire ça, vous voyez, quand on est dans le feu de l'action d'un calcul, ça va très vite de se tromper. On dit, je sais pas, alors UN est équivalent à VN, donc UN plus 1 est équivalent à VN plus 1 et ah ben non, ça y est, c'est faux, ça y est, on a commis l'erreur, on a additionné 1 à gauche et à droite et ça, on ne peut pas le faire. Dernière proposition de cette vidéo, c'est une proposition selon laquelle on peut passer aux équivalents à l'intérieur des petits taux et des grands taux. Autrement dit, si jamais vous avez une quantité UN qui est équivalente à une quantité Vn, alors on a que petit taux de UN, c'est égal à petit taux de Vn, et que grand taux de UN, c'est égal à grand taux de Vn. Ça, c'est quelque chose qui, en pratique, permet vraiment de simplifier ce qu'il y a à l'intérieur des petits taux et des grands taux. Regardez par exemple, si vous avez une quantité du type petit taux de n plus log n, eh bien ça, vous pouvez dire immédiatement que c'est égal à un petit taux de n. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de cette parenthèse, log n est négligeable devant petit n, donc il ne sert à rien, cette quantité à l'intérieur de la parenthèse est équivalente à n. Autre exemple, si jamais vous avez un grand taux de moins 2 sur n plus exponentielle de moins n, eh bien ça, vous allez pouvoir dire que c'est un grand taux de, de 1 sur n. D'une part, le exponentiel de moins n ne sert strictement à rien puisqu'il est négligeable par rapport à moins 2 sur n. Et puis d'autre part, le moins 2 aussi ne sert à rien parce que les constantes multiplicatives ne servent à rien dans les petits taux et les grands taux. Ça, on l'avait déjà vu. Alors pourquoi est-ce que cette propriété est vraie? En fait, c'est pas très compliqué, c'est juste un jeu de définition. Donc on suppose que UN est équivalent à Vn. Et si jamais vous regardez la quantité, par exemple, petit taux de UN, eh bien par définition, c'est UN fois petit taux de 1. Et puis ensuite, UN, vous pouvez l'exprimer en fonction de Vn. C'est Vn fois une quantité qui tend vers 1, donc 1 plus petit taux de 1, le tout fois le petit taux de 1 qui est resté à droite ici. Maintenant, toute cette quantité-là, 1 plus petit taux de 1 fois petit taux de 1, c'est une quantité qui tend vers 1 fois 0, c'est-à-dire vers 0. C'est donc un petit taux de 1. On obtient bien Vn fois un petit taux de 1, c'est-à-dire un petit taux de Vn. Donc un petit taux de UN est égal à un petit taux de Vn, et c'est exactement la même démonstration qu'on peut faire avec les grands taux. Passons maintenant à la pratique. Le but, c'est de savoir obtenir assez rapidement un équivalent simple dès qu'on a une quantité qui dépend de n avec une formule explicite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord rédiger intégralement un exemple ici, ça donnera une sorte de méthodologie, et puis ensuite ce sera à vous de jouer sur des exercices. Alors allons-y, on va ici s'intéresser à cette quantité UN là qui est donnée par cette formule qui a l'air compliquée et on lui veut un équivalent, si possible le plus simple possible, lorsque n tend vers plus l'infini. La technique d'abord, quand on a ce type de quantité, c'est d'essayer de la mettre sous la forme d'un produit et d'un quotient. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on peut faire des produits d'équivalents et des quotients d'équivalents. Ici, avec la formule qu'on a sous les yeux, on voit tout de suite que UN est un produit quotient de 4 quantités. Si on est capable de donner un équivalent simple à chacune de ces 4 quantités indépendamment des autres, eh bien par produit quotient d'équivalent, on aura immédiatement notre équivalent de UN. Du coup, on va les regarder, chacune des 4, l'une après l'autre. La première, c'est 2 puissance n plus n. Cette quantité, elle est immédiatement équivalente à 2 puissance n, parce que par croissance comparée, n, on sait qu'il est négligeable devant 2 puissance n. C'était la croissance comparée, les n puissance bêta sont négligeables devant les suites géométriques q puissance n, où q est strictement supérieur à 1. OK. La deuxième quantité, c'est la plus dure, c'est 3n carré plus log n, le tout au carré. Pour avoir un équivalent de cette quantité, il suffit d'être méthodique. Bon, déjà, c'est un carré. Donc du coup, il suffit d'avoir un équivalent de ce qu'il y a à l'intérieur de cette parenthèse. Et une fois qu'on aura cet équivalent, on sait qu'on pourra le passer au carré pour obtenir un équivalent du tout. Or, ce qu'il y a à l'intérieur de cette parenthèse, 3n carré plus log n, eh bien immédiatement, on peut dire que cette quantité, elle est équivalente à 3n carré, puisque par croissance comparée, log n est négligeable devant n carré. On peut donc maintenant passer au carré. Toute cette quantité 3n2 plus log n, le tout au carré, est équivalente à 3n carré, le tout au carré, ce qui nous donne 9n4. Ça nous donne donc l'équivalent de cette quantité 3n2 plus log n, le tout au carré, c'est équivalent à 9n4. Et vous voyez que la rédaction ici pour le justifier n'est pas très longue. Passons maintenant à la troisième quantité, c'est n au cube. Bon, n au cube, en fait, il n'y a strictement rien à simplifier, c'est équivalent à n au cube. En fait, il n'y a même pas vraiment besoin de faire apparaître ça sur la feuille.
Enfin, dernière quantité, 5 plus exponentielle de moins n. Lorsque n tend vers plus l'infini, en fait, cette quantité, elle tend vers 5. Et cette limite, qui est une limite finie, est une limite non nulle. Donc ça, on l'a vu, ça permet de conclure tout de suite, 5 plus exponentielle de moins n est équivalent à 5. Souvenez-vous, hein, c'était le premier exemple qu'on avait vu, les suites qui tendent vers une limite finie non nulle, eh bien, elles sont équivalentes à cette fameuse limite finie. Ayant tout cela, on peut conclure. Maintenant, par produit quotient, eh bien, un est équivalent à la chose suivante, 2 puissance n fois 9n4 divisé par n3 fois 5. Cette quantité, on peut la simplifier, c'est 9 cinquièmes de n fois 2 puissance n. Et ça conclut l'exercice. Maintenant, à vous de jouer, voilà 6 suites. L'objectif est d'obtenir un équivalent simple pour chacune de ces 6 suites. Par pitié, attention à votre rédaction, attention à la précision de vos arguments. Les calculs frauduleux d'équivalence, c'est vraiment une des sources les plus classiques d'erreurs chez les élèves, donc il s'agit de prendre de bonnes habitudes dès maintenant. Mettez pause dans la vidéo et on corrige juste après. Pour AN, pas vraiment de difficulté. Au numérateur, c'est équivalent à 2n. Le dénominateur, c'est équivalent à 5n. On obtient donc, par simplification, 2 cinquièmes. Ce qui, du coup, nous donne aussi la limite des AN. AN tend vers 2 cinquièmes. Pour Bn, à l'intérieur de la racine, on sait faire. n carré plus 1, c'est bien sûr équivalent à n carré. Et ensuite, peut-on passer à la racine ou pas? Bah oui, en fait. Parce que passer à la racine, ça signifie appliquer une puissance 1/2. Et on sait qu'on peut appliquer une puissance à partir du moment où cette puissance est constante, à un équivalent. Donc il n'y a pas de problème, on a vu c'était bon pour tous les alphas réels, y compris fractionnaires, y compris négatifs d'ailleurs. Ça nous permet de dire que racine de n2 plus 1 est équivalent à n. Pour Cn, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est d'essayer de faire quelque chose avec ce numérateur. n carré log n, c'est équivalent à n carré log n, il n'y a strictement rien à faire. Attention, c'est un produit que vous avez ici entre n carré et log n, donc il n'y a absolument aucune relation de négligeabilité à avoir. C'est pas comme si on avait par exemple n carré plus log n carré plus log n, là je suis d'accord avec vous, ce serait équivalent à n carré, mais n carré fois log n, c'est n carré fois log n et c'est tout. Maintenant, au dénominateur, il n'y a pas vraiment de problème. Cosinus de 1 sur n, ça tend vers 1, puisque ça tend vers cosinus de 0 par continuité de la fonction cosinus. Donc le dénominateur tend vers 2, qui est une limite non nulle. Donc il est équivalent à cette limite non nulle. Du coup, en fait, l'équivalent final que l'on trouve, c'est 1/2 de n carré log n. Pour dn, on a de base un produit. À gauche, n plus 2 puissance 3, ça va être équivalent à n puissance 3, puisque n plus 2 est équivalent à n. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la puissance 3. Vous voyez, c'est dans cet ordre-là. D'abord n plus 2 équivalent à n, puis on passe à la puissance 3. Et puis, il y a exponentielle de n plus 3, mais ça, en fait, on ne peut pas faire grand-chose. En particulier, il ne faut surtout pas dire que c'est équivalent à exponentielle de n. Ce n'est pas le cas du tout. Exponentielle de n sur 3, c'est égal à exponentielle de n fois exponentielle de 3. Quantité exponentielle de 3 ne tend pas du tout vers 1. Donc cette chose-là n'est pas du tout équivalente à exponentielle de n. Donc c'est exponentielle de n plus 3 et c'est tout. À la limite, la seule chose qu'on peut faire, et c'est ce qu'on a mis ici dans le résultat final, c'est mettre en facteur cette constante exponentielle de 3. Pour En, il s'agit d'être méthodique, on reconnaît un produit quotient de 3 quantités. La première, ici, ce carré à l'intérieur de la parenthèse, racine de n moins 3 puissance n, c'est équivalent à moins 3 puissance n par croissance comparée. Racine de n, c'est ici une puissance de n, c'est n puissance 1/2, donc la croissance comparée s'applique. Ensuite, on peut passer au carré dans l'équivalent pour obtenir que cette quantité au carré est équivalente à moins 3 puissance n le tout au carré, ce qui donne 3 puissance 2n, le moins au carré donne plus 1. Deuxième quantité exponentielle de 1 sur n, c'est une quantité qui tend gentiment vers 1, c'est-à-dire vers exponentielle de 0 par continuité de la fonction exponentielle. Donc comme elle tend vers 1, qui est une limite finie non nulle, elle est équivalente à 1. Même chose ensuite pour la troisième quantité, arctangente de n, elle tend vers pi sur 2, qui est une limite non nulle, donc arctangente de n est équivalent à pi sur 2. Du coup, par produit quotient d'équivalent, on obtient que En est équivalent à 2 sur pi fois 3 puissance 2n. Enfin, pour Fn,
On peut pressentir dès le début que Fn va être équivalent à 3 puissance n en se disant que quand même 2 puissance n il va être négligeable devant 3 puissance n, mais on voit qu'on n'a pas de théorème qui permet de l'affirmer tel quel. Dans ces cas-là, pas de panique. Il suffit de revenir à la définition d'un équivalent et de factoriser par le terme que l'on pense être prépondérant, ici 3 puissance n. Une fois qu'on a forcé la factorisation par 3 puissance n, en fait les choses apparaissent d'elles-mêmes. Il y a le 1, bien évidemment, et puis il y a cette quantité 2 puissance n sur 3 puissance n que l'on peut mettre sous la forme de 2 tiers à la puissance n et qui tend bien vers 0, puisque 2 tiers est strictement inférieur à 1. Du coup, Fn est égal à 3 puissance n fois une quantité qui tend vers 1, donc par la définition d'un équivalent, Fn est équivalent à 3 puissance n.